Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce Café Marco dédié à l'achat. Je pense que c'est le troisième ou le quatrième de l'année sur un format allongé parce qu'on est ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Donc prenez tranquillement le temps de prendre votre petit café, votre petit thé, de vous installer et de profiter de ce moment avec nous. Aujourd'hui, je suis avec Marjorie d'Agisoft et avec Benjamin du cabinet Améliore pour parler ensemble de l'achat. Tu peux peut-être dire un mot déjà sur le cabinet, sur ce que vous faites, ce que vous proposez aux acheteurs. Ouais, bien sûr. Écoutez, déjà, merci de me recevoir et merci d'échanger avec vous ce matin pendant 1 heure. Alors, Améliore, j'ai envie de dire déjà tout est dans le nom. Globalement, notre métier, finalement, c'est d'améliorer notamment la partie processus, la partie achat. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une performance plus responsable. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les acheteurs publics, les directions achats, les directions de marché, aussi les directions métiers à avoir une dépense plus vertueuse. Et quand je parle de plus vertueux, ça veut dire qu'elle soit économiquement peut-être plus sobre, mieux faite, plus économe, et puis de l'autre côté, qu'elle ait un impact environnemental plus favorable, parce que c'est ce qu'on cherche tous, je pense, en ce moment, et puis d'un point de vue aussi social, qu'elle soit la plus pertinente possible dans un univers qui n'arrête pas de changer. 8 consultants, globalement, je termine juste Ouais, ouais, là-dessus. bien sûr, ouais, 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 ouais. 8 consultants et on se déplace aujourd'hui sur toute la France Ok. D'accord. pour accompagner nos clients sur ces thématiques. Sachant que vous êtes basé dans l'Hérault. Oui, alors on est basé à 2 endroits en fait. Notre siège est à Montpellier et on a aussi une agence à Dijon. D'accord. Ok, Pour rayonner c'est top. Ouais. dans toute la France. Alors, je vois qu'il y a une personne qui dit qu'il n'y a pas de son. J'en profite pour vous dire que vous pouvez utiliser l'outil question à tout moment pour interagir avec nous. On ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, mais allez-y, posez des questions. On essaiera de répondre, si c'est pas le cas, dans un deuxième temps. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce petit outil. Et s'il y a un problème technique, à nous le signaler Ouais. de cette manière. Peut-être s'ils peuvent nous dire s'ils nous entendent bien. Oui, Sinon, peut-être. on refait parce que c'était vraiment bien. Alors, Ouais, vous pouvez nous faire un petit message si vous entendez bien. Et puis j'en profite pour vous dire bonjour. Voilà, je suis contente aussi d'être là avec vous ce matin. Alors vous connaissez Marjorie qui a déjà fait quand même beaucoup de webinaires. Alors merci de nous dire qu'on nous entend et que vous pouvez retrouver sur pas mal de vidéos de contenu qui sont proposées par Agisoft avec Marco. C'est bon pour vous. Alors, il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous écrivez la Ah oui, question et où on la reçoit. donc c'est Mais bon. Là, on est rassurés. ouais, puis ça nous permet de voir que vous êtes en vie, ça fait plaisir. On retrouve des noms qu'on connaît, qu'on est très content de retrouver. Je vous propose qu'on commence. Alors comment ça va se Mhm. passer, c'est que Benjamin va nous proposer ses méthodes, ses idées sur l'achat, sur comment acheter, comment programmer. Et Marjorie proposera des interludes où on montrera une partie applicative avec Marco sur deux modules, sur la partie sourcing et sur le module achat. Donc on va alterner un peu entre D'accord. les deux. Je vais vous partager tout de suite la présentation et on va pouvoir commencer tranquillement ce petit webinaire. Alors, on va partager. C'est parti. Alors voilà, vous devez voir apparaître sur un côté de votre écran. Vous pouvez mettre en plus gros, vous pouvez zoomer ou plus sur nos têtes ou sur le schéma. Pour voir ce qui vous est présenté à l'écran. Alors aujourd'hui, on ne propose pas de contenu en pièces jointes, mais si vous voulez le support éventuellement, on pourra vous l'envoyer. Benjamin, je te laisse commencer. Tu voulais parler notamment des différentes étapes pour commencer de la programmation des achats. alors, on va parler effectivement de Ouais, différentes étapes et c'est un peu le cœur finalement de ce qu'on va échanger et partager ce matin. Euh, Déjà, je voudrais revenir un peu quand même sur pourquoi pour moi c'est fondamental, surtout dans un contexte actuel et un contexte budgétaire qui est particulièrement tendu. On a,
voilà, la peine de le Ouais. rappeler, mais c'est vraiment voilà quelque chose qui est important à aujourd'hui et peut-être plus important à aujourd'hui pour avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent finalement dans sa commande publique et dans son achat tout au long de l'année. Alors tout au long de l'année 2025 a déjà commencé. J'ai envie de dire programmer pour 2025, bah, c'est peut-être un peu tard, mais quoique, on a quand même le fait de prendre un pas de recul, parce que c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on fait en règle générale dans ces cas-là. Hein. La programmation, c'est le fait de prendre un pas de côté, de prendre le temps de planifier, de comprendre, d'observer et bien sûr de pouvoir aussi permettre une optimisation des budgets, hein, parce que quand on parle de programmation, on va s'intéresser globalement au volume de dépenses d'une collectivité qui va se programmer finalement tout au long de l'année. Et donc forcément cette programmation, ce lien budgétaire, bah, il est fondamental à faire finalement parfois en amont ou en même temps finalement que la phase de budget pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus clarifié possible. On en reviendra hein, sur les étapes de la planification, mais j'ai envie de dire qu'il y a déjà effectivement cet enjeu un peu principal, plus prégnant, on va dire en tout cas cette année en 2025, des contraintes un peu budgétaires. A priori, on n'a pas tous et il y a pas mal d'acteurs, je suppose, qui sont derrière leur écran, qui ont vu leurs contraintes effectivement et leur budget diminuer. Donc la question, c'est comment on fait pour mieux l'exploiter, on va dire, tout au long de l'année. Donc il y a ce premier point, moi, qui me semble effectivement important. Le deuxième point aussi, c'est la réglementation hein, qui ne cesse d'évoluer, qui nous demande aussi à aujourd'hui d'être un peu plus finalement pointu. Je parlerai bien sûr des spazeurs pour ceux qui sont contraints, hein, mais au-delà de ça, en aparté, je dis souvent que le spazer, bon, un schéma de promotion des achats écologiquement socialement responsables, c'est surtout avant tout une politique d'achat. Ça veut dire qu'à un moment donné, on détermine des grands objectifs qui impactent d'un point de vue environnemental, social et aussi économique finalement les dépenses d'une collectivité ou d'une activité. Donc globalement derrière, qu'on soit effectivement sur la programmation budgétaire, qu'on soit derrière dans le cadre aussi effectivement d'un spazer qui est souvent sur du long terme. Hein, là, il y a encore des spazers qui s'écrivent et qui vont s'écrire avec des échéances, souvent des échéances politiques, parce que on est aussi dans un contexte, dans 2 ans, 3 ans, on va avoir pas mal effectivement d'élections. Donc du coup, potentiellement effectivement une refonte pour ceux qui ont un impact fort, une refonte finalement de leur politique d'achat, va falloir effectivement les servir avec une planification qui soit la plus cohérente possible. Donc du coup, j'avais plus ce que j'avais mis sur mon petit slide, mais ouais, je viens juste de voler. Hein. Mais voilà, c'était effectivement de redéfinir effectivement des objectifs qui soient clairs, qui soient effectivement des objectifs partagés, qui sont souvent effectivement en lien avec des budgets, et puis de l'autre côté, des politiques qui soient cohérentes. Donc le contexte, c'est un peu celui-là, d'où l'importance globalement aujourd'hui de travailler sur sa planification. Le deuxième élément, globalement, c'est que derrière, ça prend effectivement pas mal de temps. Je crois que ça va être le slide Ouais, ok, suivant. Ouais, tout à fait. Hop, tac. Voilà. La deuxième, pourquoi effectivement la planification elle est importante, c'est que on parle avant tout effectivement d'achat. Acheter, il y a deux manières de voir les choses. Il y a déjà acheter, c'est pas juste monter un marché, le publier, lancer une consultation et globalement le voir effectivement se mettre en œuvre. Monter un marché, c'est aussi effectivement remettre l'achat au cœur finalement de la démarche. Et cette démarche achat, elle est fondamentale. Alors, à chaque fois que vous avez la gentillesse de me faire intervenir, je vous en reparle parce que pour moi, c'est un fondement effectivement qui est essentiel. C'est un fondement qui est essentiel et qui potentiellement effectivement peut prendre du temps. Ça veut dire que bien acheter, ça passe par une étape, une première effectivement qui va être l'analyse. Hein. C'est la petite germe derrière là-dedans qui est de dire, voilà, avant de pouvoir effectivement se lancer dans la démarche, il faut d'abord savoir ce qu'on achète, d'avoir une cartographie des dépenses finalement qui ont été réalisées. Et c'est une première étape qui va largement nous intéresser dans la planification. C'est de savoir ce qui a été dépensé sur les années précédentes. Alors, une cartographie, en règle générale, on l'a fait sur une année, potentiellement sur 2 années, suivant
catégorie, ou en tout cas l'activité effectivement de l'acteur, de la collectivité. Mais l'idée effectivement, c'est d'avoir une vraie vision de cette partie cartographie. Derrière, c'est aussi d'identifier le marché sur lequel on se situe. C'est-à-dire globalement d'avoir une idée du marché fournisseur qui évolue, et encore à aujourd'hui, je le précise, on est sur quand même à aujourd'hui dans les alertes et les warnings, on voit une accélération, par exemple, des entreprises qui passent en liquidation. Ouais. Les tribunaux de commerce ont vu depuis ces derniers mois beaucoup d'entreprises se placer effectivement sous leur juridiction parce qu'on se retrouve dans un cadre où effet PGE a finalisé de rembourser. Le Covid est pour pas mal d'entreprises est encore présent, notamment dans les TPE-PME, qui étaient l'un des premiers utilisateurs finalement de ces ressources. Donc, ce qui fait qu'on a des marchés quand même qui sont marchés fournisseurs, qui sont quand même vachement mouvants. Et je répète toujours ça aussi, c'est qu'on est quand même dans une ère où, en quelques années, quelques mois, on est capable de monter une boîte dans un garage, un peu l'esprit start-up. Et quand on parle aussi d'innovation, il faut être en capacité de pouvoir la détecter. Et puis derrière, dans cette analyse, on a besoin aussi de comprendre réellement quels sont les coûts. Et là, on parle effectivement d'analyse de coûts complet. On a besoin de comprendre ce qui va rentrer finalement dans son achat. Je prends souvent cet exemple effectivement de la photocopieuse. La photocopieuse, on a un outil qui est souvent dans le coin effectivement d'une allée d'un bureau ou alors dans une salle de reprographie et on y voit effectivement du papier avec de l'encre sortir par-dessus. Mais derrière, concrètement, comment est fichu le marché, quels sont les coûts qui sont induits, comment finalement, qu'est-ce qu'on achète réellement dans une prestation de mise à disposition de photocopieur, parce que c'est ça finalement qu'on achète, on n'achète pas du copieur, mais une prestation. Donc qu'est-ce qui est inclus finalement dans ce coût complet. Donc avoir cette vision finalement avant de s'intéresser à quoi que ce soit, ça prend du temps. Faut être clair. Et le temps, les moyens aussi qui sont nécessaires, parce qu'il faut mettre des équipes potentiellement pour réaliser ces analyses-là, il n'est pas infini. Donc ça nécessite quand même de pouvoir prioriser. Et on en vient aussi à ces sujets effectivement de réflexion sur la planification. Oui, parce que alors, c'est un vrai sujet, ça, que nous, quand on parle avec nos acheteurs, il y a un vrai sujet de j'ai pas le temps ou j'ai pas les ressources justement pour faire tout ça parce que je suis pris dans le flot des marchés qu'on me demande, des marchés à renouveler, et du coup j'ai pas tout le temps l'occasion. Enfin, j'aimerais pouvoir faire cette analyse a priori, mais je peux pas forcément la faire. Ouais, complètement. Et c'est là où la planification a son intérêt. Parce que quand on va effectivement aller récupérer, on repartira sur la partie méthodologique après, mais quand on va aller s'intéresser justement à cette planification, cette vision finalement annuelle, parce que quand on parle de planification, on parle d'une vision annuelle finalement des dépenses qui vont être réalisées, ça va nous permettre aussi de pouvoir y mettre des moyens. Quand on parle, nous au cabinet, on a aussi une spécialité en achat responsable. Quand on travaille sur la partie achat responsable, ça nécessite d'avoir une vision réelle des enjeux de la catégorie d'achat qu'on traite. Quand je dis une vision réelle, c'est on parle beaucoup d'IA par exemple aujourd'hui. Quels sont les impacts réels de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle d'environnement, de consommation d'énergie, des serveurs, on dit que l'IA c'est 10 fois plus consommateur qu'une requête sur Google. Ou est-ce qu'on ne parle pas aussi de toute la partie sociale finalement, c'est-à-dire de l'implication de l'outil IA finalement dans l'univers, c'est-à-dire dans l'univers, périmètre finalement de l'entreprise, tout à fait, parce que l'univers c'est bien trop grand, mais dans l'univers effectivement de l'entreprise, c'est les impacts sociaux, c'est les impacts en termes de respect de la propriété intellectuelle, c'est aussi que l'IA par exemple reproduit des comportements qui peuvent être des comportements, je pense aux ressources humaines par exemple, qui sont des comportements négatifs, c'est-à-dire qui reproduisent soit une vision peut-être sexiste de la société ou ce que vous voulez. Vous savez, il y a des conflits. Je le répète toujours, mais les femmes en France gagnent toujours quand même moins que les hommes pour le même métier. Donc on a quand même des comportements effectivement qu'on recherche à pousser. Et il y a les reproduits. Donc les enjeux sont parfois à d'autres endroits finalement que ce qu'on pense. Et donc du coup, c'est le cas pour l'ensemble des achats. Et si on veut avoir une vraie vision, faut s'interroger et prendre du temps pour se poser la question de là où sont les enjeux. Ce qui nous permet effectivement derrière de bâtir finalement une véritable stratégie. Cette stratégie, en règle générale, d'ailleurs, quand on réalise un spazer, quand on réalise une politique, on a besoin de se nourrir des dépenses qui sont réellement réalisées. À un moment donné, on ne peut pas être que dans la projection.
Il faut se servir du passé, il faut se servir des dépenses effectivement passées pour pouvoir avoir une vision future. Hein. Donc on a besoin effectivement d'avoir en amont analysé finalement le périmètre pour pouvoir construire, valider finalement une stratégie et puis aussi identifier, je le mets là-dedans, mais les guides des bonnes pratiques. On parlait effectivement des comportements d'achat, Ouais. mais derrière, quand on s'interroge sur ces pratiques, on a envie derrière de pouvoir identifier dans chaque service ce qui est bien fait, parce que dans toutes les collectivités, il y a des choses qui sont vachement bien faites. Et puis, des fois, c'est un peu masqué, on le voit pas forcément, et on a envie de le faire ressortir. C'est à ces moments-là qu'on peut aussi le faire. Une fois qu'on a fait et établi effectivement cette stratégie, ça nous permet effectivement de là de commencer à établir des cahiers des charges. Quand derrière, on se pose la question de dire, on a souvent cette question-là dans cette partie achat responsable. Benjamin, quels critères environnementaux, sociaux, finalement je vais inclure finalement dans mes marchés, hein, où est-ce que je le positionne, est-ce que je le mets en critère d'attribution, en critère de sélection, quoi. Où est-ce que je le positionne et surtout, est-ce que les critères que je vais mettre dans mes marchés sont cohérents, est-ce que c'est pas du greenwashing, est-ce que le fournisseur va pas me dire bah non, là-dessus on peut pas y aller, est-ce que ça va pas être discriminant, il y a toutes ces questions-là effectivement. Est-ce que je suis capable de suivre après ces indicateurs dans l'exécution? En plus, il faut être capable de le faire. Globalement, tu as complètement raison. Et là un enjeu fondamental. J'ai envie de dire que c'est peut-être même l'enjeu à aujourd'hui, très clairement, c'est de se dire qu'on a défini effectivement des critères, et de l'autre côté, une fois que le marché est lancé, globalement, on n'est pas en capacité de les suivre. Donc il faut qu'il soit finalement suffisamment simple mais exigeant pour pouvoir remplir toutes ces conditions. Et ça, on a besoin, au moment effectivement de la construction du cahier des charges, d'avoir l'ensemble de ces éléments pour pouvoir effectivement derrière rentrer dans un processus de consultation. Hein, donc là, avoir identifié le modèle, la forme finalement qu'on souhaite avoir. Et puis derrière, aussi avoir identifié en amont effectivement réaliser un sourcing qui nous permet d'avoir une vraie visibilité, de connaître un peu mieux son marché, et puis de faire que aussi, d'une certaine manière, on touche un maximum finalement d'acteurs, qu'on ait un marché qui soit le plus porté pour avoir la réponse la plus pertinente possible. Quoi. Ouais. Alors justement, en parlant de sourcing, ça va nous faire une petite transition, parce que alors on a bien compris hein, tous les enjeux de ces phases préparatoires, et la question aussi de finalement comment je m'y prends, quels sont les outils que j'ai à disposition pour réaliser ça. Marjorie va vous en présenter un avec l'outil d'AW Solutions qui permet de faire du sourcing. J'en profite juste pour vous dire que on vous enverra le support par mail parce qu'en fait, quand je vois toutes ces questions, effectivement, c'est la question principale qui revient En même temps, pour c'est le joli, moment. les fleurs. Ouais. Voilà, je comprends. Donc, il n'y a pas de souci, on vous l'enverra par email. Je rappelle également que si vous êtes embêté, vous devez partir, oui, vous avez un problème, tous nos webinaires sont disponibles en replay. Vous allez dans Marco, vous allez dans l'extranet et vous avez tous les replays, donc vous pourrez en voir celui-ci, vous pourrez en voir tous les autres. Sur YouTube Faites-vous sur YouTube également, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de, nous on vous propose ce moment maintenant, mais vous pourrez très bien le savourer un peu plus tard. Marjorie, je te laisse la main parce que du coup tu vas nous présenter qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'outils sur le sourcing. Oui, pour rebondir sur tes propos, Ah, Benjamin, c'est vrai que juste une petite parenthèse, dès que vous êtes client soit Marco, soit AW Solutions, vous avez un accès, vraiment un accès gratuit à cette plateforme AWS Sourcing. Et en fait, nos entreprises, donc plus de 350 000 entreprises à jour sur la plateforme, reçoivent vos alertes, que ce soit vos appels d'offres si vous utilisez AWS, ou vos demandes de sourcing. Et donc c'est ça que je vais vous présenter. Et pour elles, c'est au même endroit. C'est sur leur profil entreprise. Donc ici, en tant qu'entreprise, j'ai un identifiant, un mot de passe, en tant qu'acheteur public, pardon. Oui. J'ai un identifiant, un mot de passe pour me connecter à AWS partie sourcing. Et donc je retrouve cette possibilité ici de pouvoir faire un peu de benchmarking, c'est-à-dire de pouvoir avoir ici un annuaire soit d'acheteurs pour pouvoir contacter d'autres acheteurs aux alentours pour savoir, pour l'achat de mon photocopieur par exemple, comment eux ils ont procédé, quels étaient leurs coûts. Donc je peux avoir cette partie-là de je contacte des acheteurs qui sont comme moi.
Je peux également consulter les appels d'offres en cours sur cette partie-là. Je peux également analyser le marché, donc voir toutes les données essentielles et donc voir mes copains acheteurs aux alentours ou dans toute la France sur ce marché fournisseur de photocopieurs à qui ils ont attribué le marché, pour combien. Donc toute cette partie-là de données essentielles finalement. Et ces données essentielles-là, on les a vraiment rendues pratiques en faisant une petite fiche de synthèse. Et puis, vous avez accès à toutes vos petites données essentielles pour pouvoir contacter peut-être en direct un titulaire d'un marché, d'un acheteur que vous connaissez ou qui vous intéresse. Donc, toute cette partie de benchmarking est présente sur AW Solutions Sourcing. Et j'ai également la partie d'anticipation. Et donc, c'est vrai que, comme l'a dit Benjamin, c'est vraiment essentiel de prévoir ce que je vais devoir acheter l'année prochaine. Et donc tout ça se prévoit. Et également, ça s'organise où je peux effectivement prévenir les entreprises que l'année prochaine, je vais acheter un photocopieur. Ça permet deux choses. Alors, ça permet de pouvoir faire vraiment mes demandes d'informations. Donc ici, j'ai des brouillons. Par exemple, là, j'ai un brouillon pour de la conception graphique, pour de la signalétique d'espace naturel. D'accord. Donc là, je suis en train de préparer ce marché-là. Alors, j'ai pas de molette. Du coup, je suis un peu embêtée. J'ai un petit problème technique. Voilà. J'ai pris l'accent du sud pour dire problème technique. C'est très drôle. Donc ici, c'est un marché de service, je mets mes CPV, je peux indiquer vraiment, là, ce marché de signalétique, qu'est-ce que j'attends finalement. Je peux introduire des pièces jointes et ça me permet également de lancer une simulation et de voir sur vraiment ce secteur précis quelles entreprises sont potentiellement intéressées par cette demande d'information. Donc là, je vois qu'il y a 4087 fournisseurs possibles et je peux vraiment y accéder et donc voir le détail. Donc ça me permet de voir la fiche entreprise avec qui elle est-ce qu'elle n'est pas en liquidation, donc là son statut elle est active. Je peux voir si les infos sont communiquées, ses infos économiques, son organisation. Je peux avoir le contact et engager directement une discussion. Et tout l'intérêt, c'est que ici tout sera tracé. J'aurai vraiment une attestation de sourcing qui me permettra finalement de dire j'ai consulté telle et telle entreprise, j'ai donné telle et telle information pour quand je vais lancer mon appel d'offres, ce dont on va parler tout à l'heure, je puisse mettre tout le monde sur le même palier au niveau de l'information. Ça me sécurise vraiment de le faire en ligne. Est-ce que tu peux juste nous dire comment en fait on peut matcher, parce que tu vas faire ta demande d'information. Alors du coup comment se fait le matching du coup avec les fournisseurs qui ressortent sur Oui. En fait, si vous voulez, quand j'ai fait ici, quand j'ai préparé ma demande d'information, j'ai vraiment mis un secteur géographique. C'est le mien, il se met automatiquement. Donc là, moi, je suis dans l'Hérault. Donc, je ne vais matcher qu'avec les entreprises qui vont indiquer que elles peuvent travailler dans l'Hérault, même si elles sont à Paris. Elles ont indiqué qu'elles travaillaient France entière, Hérault compris. Et puis ici, des mots-clés et des secteurs d'achat par rapport au code CPV. Et donc, vraiment, le matching, il se fait par rapport au secteur géographique et au secteur d'activité. Comme les alertes que reçoivent les fournisseurs finalement sur le profil d'acheteur, ils ont un secteur géographique, une activité et on va matcher de la même manière. Donc globalement, je vais pouvoir toucher largement les entreprises qui vont m'intéresser pour ce futur marché. Exactement. Donc voilà. Donc là, c'était un brouillon. Si je vous montre par exemple une qui aurait été clôturée, donc là par exemple, j'ai 23 réponses reçues. D'accord. Donc dans le matching, je vois ici qu'il y a une entreprise qui m'a répondu. Je vois ici, les entreprises qui m'ont indiqué qu'elles ont bien reçu la demande mais qu'elles n'étaient pas intéressées. Et donc, alors attendez, je vais me mettre sur une, parce qu'on est en mode brouillon, vous l'imaginez bien. Voilà, par exemple ici, j'ai Optima DSI qui m'avait répondu, j'ai toute sa réponse, d'accord, avec les messages, j'ai vraiment tout mon fil de discussion et je peux sortir ce dont je vous parlais, l'attestation de sourcing qui va vraiment me récapituler tout ce que j'ai fait, qui m'a répondu, etc.
voilà pour ces demandes d'information. Donc là, ça me permet moi, acheteur, d'informer les entreprises et qu'elles puissent me dire, voilà, moi je fais ça, et donc ça me permet de travailler avec elles le cahier des charges, de vraiment pouvoir distinguer mes critères, voilà, si je mets des causes environnementales, lesquelles, si j'ouvre variantes, comment, si peut-être j'ai de l'innovation et peut-être je vais pouvoir passer en direct avec elles un marché innovant de gré à gré. Donc ça, c'est vraiment mes demandes d'infos. Et j'ai également la partie prévision d'achat, où là, c'est simplement pour les informer qu'elles puissent se préparer. Et pareil, si elles ont des infos à me donner, elles vont pouvoir venir entrer en discussion avec moi en me disant, oh lolo, moi je peux le faire ça en marché innovant, ou alors attention, il y a ça, voilà. Donc il y a toute cette partie là qui se fait en ligne. Voilà. D'accord. Alors juste, on va repasser du coup sur la suite, mais maintenant sur cette partie sourcing, il y a des petites questions, Oui. Notamment comment je fais pour accéder à cet outil, est-ce que c'est compris dans mon abonnement Marco, comment je fais quand je fais tout ça? Alors effectivement, c'est compris dans l'abonnement Marco. Vous avez dès que vous avez Marco ou AW Solutions, profil d'acheteur, vous avez la possibilité d'avoir un accès. Donc avec un identifiant, un mot de passe, vous avez juste à vous connecter sur AW Solutions Sourcing. À la limite, on pourra redonner le lien, mais dans Google, vous mettez AW Solutions Sourcing, c'est le premier lien qui sort. Hein. Google, ça permet de faire des sourcing aussi. Et puis là, vous allez devoir, si vous l'avez jamais fait, devoir vous inscrire avec un SIRET. Et comme ça nous permet de voir que vous avez un accès et donc vous aurez un identifiant, un mot de passe et vous pourrez vous y connecter. Alors, sachant que la question, est-ce que je vais me connecter de la même manière que si je suis, par exemple, si j'utilise AWS en tant que profil acheteur, est-ce que je vais avoir le même identifiant mot de passe ou je vais avoir un autre? Ce sera un autre. Ce sera un autre, voilà. Ce sera un autre. Autant pour les entreprises, on a vraiment fait un portail fournisseur où elles peuvent faire tout au même endroit, que ce soit le sourcing, l'appel d'offres, l'exécution, tout est au même endroit pour elles. Autant pour vous, à ce jour, hein, ça peut changer, mais à ce jour, il y a 2 espaces, l'appel d'offres et puis le sourcing. Donc, il faudra vraiment, ici, vous voyez, quand je me mets sur AWS Sourcing, donc il me demande qui je suis un organisme public, et il me demande, est-ce que je veux accéder à AWS profil d'acheteur ou sourcing. Et donc, c'est là où je vais pouvoir mettre mes identifiants mots de passe ou alors me connecter avec un identifiant différent. Ça marche. Super. Alors, merci pour cette petite présentation. Donc, c'est bien parce que on a vu l'importance du sourcing avec ce que nous disait Benjamin. On vous propose des petites solutions avec ce que nous a montré Marjorie. On va reprendre du coup le fil de la présentation. On était sur nos petits pots de fleurs avec notre graine on en était justement sur cette partie, effectivement. Notre graine qui a germé, tout à fait. Et du coup, voilà, après le sourcing, on avait donc la définition des critères de sélection, et après donc c'est le processus de consultation. Le processus de consultation sur lequel je vais pas m'étendre. L'idée globalement sur notre sujet là-dedans, c'est pas de rentrer dans cette phase-là. L'idée c'est de lui remettre effectivement au centre. Hein. Aujourd'hui, on parle d'innovation et on rappelle, je trouve que c'est super intéressant hein, qu'on a passé le palier à 300 000. Donc ça laisse quand même de belles opportunités d'accompagner des TPE, PME et de répondre concrètement à des solutions voilà sur des choses qui peuvent aussi bouleverser ou en tout cas apporter, construire une pierre à l'édifice finalement. Donc super intéressant. Mais voilà, l'idée c'est de dire on a ce processus de consultation. Je réinsiste toujours sur le fait que l'achat pour moi est pas fini. On en parlait notamment sur la mesure des critères, mais on passe effectivement derrière dans la phase de déploiement. La phase de déploiement dans laquelle on va suivre. Et là, il y a une organisation entre commande publique, direction métier, voir effectivement comment on suit le déploiement de la prestation, hein, une fois que l'attribution effectivement du marché a été réalisée. C'est un enjeu qui est pour moi essentiel parce que, je le disais tout à l'heure, ce qu'on veut tous et toutes, c'est d'avoir quand même une commande publique qui soit la plus pertinente possible et la plus performante possible. Et donc, c'est souvent dans ces phases de déploiement qu'on a des enjeux aussi qui sont forts. Donc, on a besoin derrière d'avoir un suivi qui soit le plus pertinent possible, de gérer aussi, là on parlait d'innovation, mais quand on change potentiellement de fournisseur, il faut aussi accompagner les utilisateurs à changer de mode et de pratique, hein, à s'adapter à un nouveau process. Hein, voilà, quand je passe, je sais pas, d'une voiture thermique à une voiture électrique,
ça se conduit plus pareil. On n'arrête pas d'en reparler, mais oui, il faut la recharger. Donc il faut la brancher sur des prises. Voilà, il y a un autre mode. Et derrière, c'est de la conduite du changement finalement qu'on doit avoir dans ces phases de déploiement, une meilleure communication. Et donc, c'est l'importance finalement aussi de penser à cette phase-là, parce que derrière, ce qui va nous intéresser, c'est la partie pilotage. Dans cette partie pilotage, c'est qu'on a une offre, on a une proposition, on a un fournisseur qui nous a vendu, je pas de rêve, je n'oserais pas, mais en tout cas qui nous a vendu effectivement voilà une solution. Il a répondu à notre cahier des charges aussi. Et il a répondu à notre cahier des charges. Donc du coup, globalement, voilà, on a une réponse et derrière, il faut pouvoir la suivre et vérifier que finalement ce qu'il nous a vendu correspond bien à ça. Et puis on a d'autres sujets, globalement, un sujet qu'on aborde peu souvent et qu'on aborde peu souvent, qui est les plans effectivement de développement. C'est à un moment donné les plans de progrès. On a une solution. Qu'est-ce qu'on va faire finalement avec cette solution? Comment on peut améliorer au moment de la vie finalement du marché? Comment on peut l'améliorer pour à la fin finalement avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent? Donc vrai sujet à part entière, les plans de progrès. Donc il faut prévoir en amont si c'est des marchés effectivement qui sont quand même importants à enjeu, parce que c'est dans le cadre d'une politique d'achat, parce que derrière les élus ou l'ensemble de la collectivité a une appétence particulière pour ce sujet, il faut pouvoir effectivement y mettre les moyens. Donc ce qui veut dire, et je rappelle, avant de rentrer dans la phase effectivement de préparation de la place de planification, que si on veut pouvoir aller très loin si on veut être le plus pertinent possible, globalement dans le processus achat, dans cette mise en œuvre, ça prend du temps, ça prend potentiellement des budgets, et il faut impérativement avoir finalement cette visibilité-là. Donc, ça remet en perspective, ça remet complètement en avant finalement pour moi l'importance de la planification, qui nous permet aussi, la planification, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de répondre aussi à des contraintes réglementaires, en trouvant aussi des solutions à un moment donné pour mutualiser, pour regrouper aussi les marchés. Je répète toujours, mais nous voilà, notre idée c'est de faire de la performance en levier pour un fournisseur, pour avoir la meilleure offre. Globalement, on va dire le regroupement, le levier volume, il a quand même son importance. L'économie d'échelle chez un fournisseur, et puis même pour lui, il sera plus enclin à un moment donné à faire une meilleure proposition s'il a de la visibilité, s'il a un volume. Il n'y a pas de miracle. Globalement, on a besoin effectivement de cette partie-là. Donc cette planification, elle nous permet aussi derrière de pouvoir avoir cette visibilité-là pour une partie effectivement juridique, mais aussi pour une démarche achat très traditionnelle. Si je veux effectivement être performant, sans rentrer effectivement dans le triptyque habituel prix, qualité, délai, j'ai besoin d'avoir effectivement cette vision-là. Donc elle rajouterait aussi impact, bien sûr, environnementaux et sociaux, parce que faut pas se le cacher, ça peut prendre un peu plus de temps, notamment pour juger, travailler sur ces éléments-là. Donc, il faut que je puisse avoir suffisamment de vision, finalement, et de préparation et de planification, finalement, de mes achats. Donc, petit focus effectivement sur le process, ça va nous permettre de basculer derrière sur les grandes étapes finalement de la programmation des achats. J'en ai déjà parlé, c'est dans le processus, mais le premier derrière, c'est bien de recenser effectivement les besoins pour pouvoir les prioriser. C'est une étape importante et c'est une étape où souvent, quand on est en commande publique, c'est un moment en amont, souvent quand même de la planification budgétaire aussi, du moment du budget. C'est un moment où je peux échanger avec l'ensemble des directions sur les projets. Déjà sur les récurrences, donc d'où l'importance d'avoir finalement une cartographie qui soit la plus à jour possible. Mais c'est un moment où je peux effectivement partager sur les besoins réels. Les besoins en achat, c'est le fait de définir finalement et de permettre d'avoir une définition du besoin de manière la plus fonctionnelle possible. C'est à quoi sert le produit ou le service que je vais acheter par rapport à cette fonction qu'elle doit remplir,
J'achète pas une climatisation. J'achète le moyen d'avoir un air constant dans une pièce. J'achète pas une prestation d'espace de nettoyage des espaces verts. J'achète le fait d'avoir un espace vert qui soit finalement propre exactement. Ce qui fait que globalement, on peut avoir recours potentiellement à l'éco-pâturage plutôt qu'effectivement à une prestation tondeuse à essence. Il faut avoir un mouton plutôt qu'une tondeuse, quoi. Exactement. Mais ça répond aux mêmes besoins. Exactement. Donc cette définition, hein, ça fait pas le même bruit le mouton et la tondeuse. Ouais. Ça fait pas non plus le même déchet. Bon, mais c'est vrai que globalement cette définition du besoin elle est essentielle et ça permet aussi là-dedans, au moment où on échange effectivement avec les directions, aussi d'identifier potentiellement, on en parlait, les marchés innovants. Ouais. Parce que quand on définit le besoin, on peut se dire bah j'aurais besoin de ça, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Yes. J'ai envie de dire, parce que je suis peut-être un fan des marchés innovants, mais en tout cas, globalement, si ça n'existe pas, ça veut dire qu'on peut y apporter une solution finalement qui soit un peu différente. Donc, on a besoin effectivement de ces moments d'échange pour pouvoir se dire, bah voilà, quel budget on dispose, quelles sont les dépenses à réaliser et où est-ce que finalement on va aller. Voilà. Là-dessus, on a une petite question. Quand vous parlez de cartographie, est-ce qu'on parle de la nomenclature achat? Directement oui. C'est-à-dire que, alors, waouh, on met le doigt dans le sujet, la nomenclature achat, indirectement oui, enfin directement oui, pardon. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir une nomenclature qui soit la plus proche dans chaque organisation de son besoin, de parler le même dialecte, parce que tout à l'heure on parlait de code CPV par exemple. Si on a une nomenclature qui est pas cohérente, le dialecte il va pas être identique. Donc on a besoin effectivement derrière, c'est pour ça dans l'étape suivante de la cartographie, effectivement, c'est d'avoir une nomenclature qui soit la plus simple, pour que tout le monde effectivement parle le même langage et qui soit effectivement aussi la plus adaptée. Et c'est un vrai sujet à part entière. On pourrait faire un café Marco très allongé juste sur la nomenclature. Vous nous direz en commentaire si c'est une envie. Et effectivement, des commentaires. Pour moi, c'est la base de la nomenclature avec un petit smiley. Et voilà, mais c'est vrai que nous, on échange beaucoup avec les acheteurs et il y a cette difficulté de la mise en place au début, d'arriver à mettre en place une nomenclature qui est un peu le premier pas du coup vers l'achat avec un grand A. Et un petit conseil en 2 mots pour aider les acheteurs à se lancer sur cette partie. Par où commencer peut-être? Un seul conseil, la vache. C'est parce qu'il nous reste 21 minutes, c'est pour ça que... Non, par où on commence quand on veut mettre en place une nomenclature achat? Forcément, on commence par la donnée qui est disponible. J'ai envie d'ouvrir une porte ouverte, hein, mais globalement, on commence par la donnée qui est disponible. C'est-à-dire, c'est un peu l'état des lieux de ce qui est disponible. Deuxième étape, on en parlait notamment tout à l'heure avec les solutions Marco, mais aussi l'interrogation de l'existant. C'est-à-dire d'aller voir ses pairs pour voir ce qui existe déjà. Moi, je trouve dommage de refaire un travail qui a déjà été réalisé. J'ai un cas hein, en ce moment, on travaille sur une nomenclature. La première réflexion qu'on a faite, c'est d'identifier effectivement en France le même type d'agence finalement pour aller voir ce qui se passait là-bas, pour avoir aussi quelque chose effectivement qui soit commun. Et puis pareil, pour pas refaire finalement 2 fois un travail qui aurait été déjà effectué, quoi. Et puis quelque chose qui fonctionne déjà actuellement, quoi. Ah ouais, bien sûr. Donc, alors après, on peut l'adapter, bien sûr, l'adapter finalement à ses propres contraintes, à ses propres aussi catégories d'achat, à son propre dialecte en interne, ses priorités. Mais voilà, déjà ce qui existe. De l'autre côté, on a des nomenclatures bien sûr déjà existantes hein, de référence, mais l'idée c'est aussi que la nomenclature serve l'analyse. C'est-à-dire que le découpage doit être suffisamment fin pour avoir une vraie lecture, mais pas non plus trop exhaustif pour finalement nuire aux différents enjeux. Je prends un exemple. Si on met par exemple l'énergie dans tous les éléments, toutes les familles d'achat énergie dans le même panier, c'est une erreur parce que l'électricité et le gaz, c'est pas du tout les mêmes impacts. C'est pas du tout les mêmes variations. C'est-à-dire qu'on a un qui est basé sur un marché qu'on connaît, l'électricité à part entière, le gaz qui fluctue en fonction effectivement du cours du pétrole.
donc on a une vraie variabilité. On a une offre qui est complètement différente. Donc on a deux choses qui se ressemblent pas beaucoup, mais qu'on aimerait mettre sous la même famille. Bah non, parce qu'on va pas le traiter de la même manière. Les impacts environnementaux du gaz n'ont rien à voir avec les impacts de l'électricité. Donc même si derrière on veut y mettre des critères, le fait d'avoir une nomenclature finalement qui confonde et qui noie trop finalement les familles d'achat peuvent nuire finalement derrière à une bonne application. Donc finalement ultra important. Mais je rejoins la remarque de la base de la nomenclature. Et puis c'est indiqué un café Marco sur la nomenclature serait apprécié. À tout moment, je te vois. Ok, alors du coup, excuse-moi, mais je t'ai coupé dans ton raisonnement. Non, Et puis non. sur le recensement, les besoins, les Ouais. priorisations, c'est vrai que la nomenclature, il fallait forcément en parler parce que c'est un sujet. Et après, du coup, tu nous parler un peu de la cartographie des dépenses. Ouais. Bah, c'est la classification. Alors, on a quand même commencé déjà un petit peu à aborder effectivement le sujet. Mais l'idée là-dedans, c'est d'avoir une vraie clé de lecture. La cartographie, on l'oublie souvent, on parle de la nomenclature qui est pour moi essentielle. Mais la cartographie, qu'est-ce que je dépense réellement? Qu'est-ce qui est récurrent? Qu'est-ce que j'achète aussi concrètement? C'est aussi effectivement important. Je repose souvent à ce cas d'achat de location de voiture. Dans la location de voiture, souvent on regarde les catégories, vous savez, A, B, C, catégorie de véhicule, et puis derrière, le nombre de kilomètres que le véhicule va parcourir. Et puis on négocie, on fait une demande sur ces axes-là. Et on ne voit pas derrière toutes les petites lignes, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien remis l'essence dans le véhicule, hein, derrière, est-ce qu'il n'y a pas des frais d'assurance supplémentaires, est-ce que je me concentre réellement sur l'achat de la catégorie que j'achète le plus. Et souvent, on achète des petits trajets, donc une petite catégorie A avec peu de kilomètres. Hein, le cœur de gamme, finalement, on s'en fiche. La catégorie C, D, je sais même pas jusqu'où on peut aller, mais voilà, n'a pas effectivement d'intérêt. Donc la vraie vision de ce qu'on achète, la cartographie en ayant une vision très claire de ce qu'on va acheter de manière récurrente, effectivement, est essentielle. Cette vision, ça nous permet effectivement derrière de concentrer aussi effectivement les moyens, de réfléchir concrètement à ce qu'on veut mettre en place, de faire des choix aussi, d'identifier des opportunités, soit de dire, parce qu'il faut être très, on va dire, aussi honnête, on n'a pas la capacité tous les ans de remettre à plat 100% des marchés. Il n'y a pas une collectivité que je croise qui me dit bah on a fait copier-coller, un petit peu amélioré, mais du précédent marché parce que ça fonctionnait et qu'on n'a pas le temps d'identifier. Et je suis ok finalement avec ça. À partir du moment où dans la cartographie on a bien évalué ses impacts, ses enjeux et on a fait le choix de consacrer finalement un peu plus de moyens finalement à la planification, en tout cas un peu plus de moyens à d'autres familles d'achat qui ont peut-être plus d'enjeux et qu'on a identifié justement grâce au recensement des besoins, des priorités et à la cartographie finalement de ce qu'on achetait, quoi. Derrière, ça nous permet effectivement de passer dans cette phase de construction de la planification, de définir finalement un calendrier prévisionnel, parce que, je l'ai dit en intro, on a quand même des enjeux et des ressources qui sont limitées. C'est-à-dire que en termes de moyens humains, de moyens financiers, de temps, même si on a des solutions comme Marco qui nous permet de gagner du temps, mais c'est quand même toujours plus de temps que de faire copier-coller du précédent marché. Donc on a besoin derrière d'identifier finalement, de prévoir la temporalité, hein, de dire bah voilà, on va passer plus de temps peut-être en analyse, en cartographie, en sourcing, sur telle ou telle typologie de marché. Travailler sur un marché, je reprends cet exemple de l'innovation, mais travailler sur un marché innovant, c'est quand même un peu plus chronophage dans le montage dans une première phase. Il faut identifier de bons partenaires. C'est-à-dire quand même qu'on s'engage. Donc, faut vraiment avoir sélectionné le bon partenaire pour travailler sur le sujet. Donc, on a besoin effectivement de cette phase-là, d'identifier les différents délais, de voir quel temps finalement on va prendre. Il y a aussi une notion que j'ai notée, mais la notion effectivement de saisonnalité des achats. Oui. C'est que tous les marchés se passent pas toujours au même moment. Donc on a aussi ce questionnement finalement de la bonne temporalité et de se dire bah, d'une certaine manière
par rapport à la saisonnalité de certains produits ou de certains achats, bah, je vais me positionner de manière un peu différente. Donc cette phase de construction, de planification, elle permet d'avoir une vision, d'y consacrer les moyens, les ressources. C'est un peu la construction du plan d'action, hein. J'ai défini la stratégie, la politique. Ça me permet là de dire, bah voilà, je vais y consacrer tant de ressources, tant de temps. Ça me permet un truc qui est énorme. On supporte tous pas du tout. C'est l'urgence. C'est le fameux dossier qui tombe. Ah ouais, ouais. Et qui vient dire que bah on arrive à traiter que des urgences, quoi. Ce temps de planification, il est essentiel aussi pour ça. Il est aussi essentiel pour éviter d'avoir à traiter les urgences, de travailler dans des conditions, parce que on n'en parle pas suffisamment, mais travailler dans des bonnes conditions, globalement, d'avoir cette visibilité, elle est ultra importante. Et puis derrière, on a un besoin aussi de pouvoir aligner dans plus en plus de collectifs, on parlait des spazeurs, les démarches RSE, hein, d'intégrer la RSO, la responsabilité sociale des organisations, dans chacun des marchés. Une fois qu'on a fait ça, il y a 2 éléments que j'ai rajoutés moi dans la planification, c'est effectivement la communication. Ouais, tout à fait, c'était le suivant. La communication, alors elle peut se faire effectivement via Marco et globalement, j'encourage un maximum tous les acteurs à vraiment à communiquer le plus possible avec les fournisseurs et surtout les fournisseurs locaux. On me dit souvent que c'est compliqué parfois d'intéresser ou de solliciter sa base territoriale, les TPE PME de son territoire. Je les encourage à vraiment à organiser des réunions, des rencontres avec potentiellement quand on est dans des EPCI la partie développement économique pour communiquer finalement sur les marchés, pouvoir effectivement utiliser toutes les ressources que tu as citées globalement dans Marco, mais la communication globalement elle est essentielle, elle est fondamentale. Et tout prend son sens. Bien sûr. Ouais, puis l'attractivité est importante, c'est-à-dire que pour bien acheter, il faut aussi qu'on ait plusieurs offres qui nous plaisent, qu'on peut mettre en concurrence. Et pour ça, il faut donner de la visibilité aux entreprises du territoire et d'ailleurs pour venir répondre à ces marchés. Ouais. On va essayer d'aller rapidement sur les Ouais. derniers sujets parce qu'après Marjorie va nous présenter comment je vais pouvoir faire tout ça dans le module achat. Tu avais encore des éléments sur la partie communication? Non, globalement, la dernière étape, et moi j'ai terminé globalement sur cette partie-là, c'est bien sûr le suivi de l'ajustement. Pour moi, l'achat, c'est de l'amélioration continue. Ouais. Donc il faut effectivement avoir du tableau de bord, et ça, chez Marco, permet aussi effectivement de suivre, je parlais de la partie environnementale par exemple, mais permet effectivement de suivre des indicateurs. Donc le retour, parce que ce retour, avoir fait un travail de planification, c'est aussi avoir prévu les temps, justement l'année suivante, pour pouvoir revoir l'ensemble des acteurs, pour pouvoir replanifier finalement les achats pour les années suivantes. Donc c'est un peu le fait, dans sa planification, le fait de se dire qu'il va falloir planifier l'année suivante et de prévoir un temps effectivement d'échange, de mesure, de tableau de bord, pour pouvoir replanifier l'année suivante. Voilà. S'éviter les urgences le plus possible, même si on sait que dans tous les cas, bon, il y en aura toujours un petit peu, mais si ça peut rester à la marge plutôt que ça devienne la norme, c'est toujours beaucoup mieux. Merci Benjamin, mais du coup, Merci. on a vu comment en fait je peux aller vers un achat, enfin vers l'achat en fait avec un grand A et pas être systématiquement dans l'urgence avec la programmation, le recensement des besoins, etc. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est que Marjorie vous montre directement dans Marco ce qu'on peut faire, donc un outil qui va vous permettre de faire tout ça pour terminer ensemble ce petit café Marco, format allongé. Il nous reste 10 minutes tranquillement pour voir tout ça. Donc là, je viens de me connecter à mon univers Marco. Je suis sur la page d'accueil de Marco. Alors, juste peut-être un petit rappel sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure des demandes d'informations pour savoir ce qui se passe. Vous, en tant qu'acheteur, vous accédez depuis Marco aux demandes d'informations des autres acheteurs, ce qui vous permet peut-être de les contacter et de dire oh moi aussi j'en ai besoin, on peut se grouper et faire les fameuses économies d'échelle dont on parlait. Donc vraiment c'est central. Benchmarking avec les autres, voir ce qui se fait et puis communiquer avec les acheteurs. Alors je vais aller dans mon module achat. Juste peut-être une intro, j'ai certaines statistiques ici sur combien j'ai de demandes d'achat, le montant total là sur mon année budgétaire, puisque
on l'a dit tout à l'heure, tout se fait en fait finalement dans l'idéal, hein, même Oui. si bien sûr il y a des urgences, etc. Mais tout se fait dans la mesure du possible à l'année N-1. Donc là, toutes ces demandes d'achat, si je suis vraiment très très bien organisée, c'est les demandes d'achat pour 2026, ce qui me permet, voilà, ma cartographie, ma programmation, on va y revenir, pour 2025, elle a été faite en 2024, et là en 2025, je vais analyser tous mes marchés pour que ce soit encore mieux en 2027, bref. Donc ici, j'ai de la donnée et on a travaillé là, on est une team achat à Gsoft, dont Alexandre et moi on fait partie, pour améliorer vraiment ce module. Et là, cette année, il va y avoir pas mal de phases avec beaucoup plus de données, avec des calendriers prévisionnels, avec des fiches d'analyse fournisseur pour justement rentrer dans ce cercle vertueux. Tout ça, je peux pas vous le montrer, mais on fera bientôt. Ça fera l'occasion Voilà. d'un autre café Marco, on aura plein de choses à montrer, ça sera, Donc ça ici, sera en top. termes de stats, je peux sortir la liste de mes programmations. Donc je vais y revenir, mais la liste des programmations, ça va être essentiel. Je suis un acheteur, donc là en 2025, je vais sortir les programmations pour 2026 et je vais pouvoir voir, voilà, tout ça c'est déjà programmé et donc je vais pouvoir remonter moi en quelques clics, je vais vous montrer mes demandes d'achat. Voilà, sur ce marché de nettoyage, moi j'estime que j'ai besoin de telle et telle surface, tel montant, véhicule, j'en aurais besoin de 2, bref. J'ai des programmations sur mes achats récurrents qui ont été faites, sur mes achats qui ont été ben voilà, euh, analysés, identifiés, merci. Donc j'ai toutes mes programmations et je peux sortir en quelques clics là toute la liste des programmations pour l'année prochaine, toute la liste des demandes d'achat également, parce que ce module, il y a la partie politique et donc il y a toute une partie de workflow où je vais, moi, acheteur, faire mes demandes d'achat, il y aura des circuits de validation, ce sera validé pour être ensuite affecté à une consultation ou peut-être même à un marché déjà en cours. Oui. Parce que peut-être que je vais faire une demande d'achat, j'ai besoin d'acheter des ramettes de papier, bon, bah, on va me le valider, mais on va me dire, passe un bon de commande sur l'accord cadre dans la partie suivi technique et financier. Donc j'ai toute cette partie de statistiques. Ici, j'ai finalement toute la partie demande d'achat où un acheteur va pouvoir demander comme ça à l'unité, va pouvoir identifier un besoin, ce qui va permettre par la suite peut-être de programmer ce besoin pour les autres, pour que bah, voilà, pour pouvoir recenser au niveau de toute la structure qu'il y a d'autres besoins et pouvoir programmer un bon achat l'année prochaine. Plutôt que d'avoir un besoin à marché, en fait, je vais pouvoir voir toute la liste des demandes d'achat et je vais pouvoir regrouper les besoins qui répondent à la même nomenclature, faire un seul marché plutôt que d'en faire plusieurs et de prendre des risques, notamment au niveau de la procédure. Exactement. Alors, c'est vrai que là, je vais vous présenter simplement les grosses fonctionnalités parce que finalement, ce module, il s'utilise d'autant de façons qu'il y a d'organismes. Peut-être que moi, j'ai pas encore de nomenclature et ben, le module achat va me permettre de m'organiser pour identifier l'année prochaine mes familles d'achat et créer ma nomenclature. Donc, bien sûr, je vais pas l'utiliser de la même façon que quelqu'un qui a déjà sa nomenclature, qui sait programmer ses achats, remonter, ou les services achats, acheteurs savent comment remonter de la DA, et où finalement on est organisé par exemple avec un fichier Excel qui est dégommé dans tous les sens par tous les services. Et donc on a envie finalement de mettre ce fonctionnement dans un outil un peu plus structuré avec des workflows automatiques, etc. Donc autant de façons de l'utiliser qu'il y a d'organisation. Je vous présente là juste les fonctionnalités. Donc ici, j'ai mes différentes programmations. Par exemple, ici, j'ai une programmation de transport de personnes. D'accord? Donc là, c'est le service central au niveau de l'achat qui a programmé ce marché-là, qui a estimé que c'était pour 250 000 euros, qui a indiqué que c'était rattaché à la caractéristique propre, c'est-à-dire à la ligne 60 de la nomenclature interne transport de personnes. Mais pour quelqu'un qui n'est pas encore organisé, on aurait pu le transformer en unité fonctionnelle. Voilà, j'ai une unité fonctionnelle sur 2025 de transport de personnes. Et petit à petit, ces différentes unités fonctionnelles ou opérations de travaux vont pouvoir me permettre de dégager une nomenclature. Oui, puis la demande d'achat me permet de formaliser quelque chose qui n'aurait pas été, qui aurait été pu être un coup de fil, un mail, Un toc-toc à la carreau de la voiture. un toc-toc au carré de la voiture, parce qu'on a eu une acheteuse une fois qui nous en parlait. Donc voilà, au moins déjà, même sur nomenclature, je peux déjà formaliser toutes ces demandes, elles sont toutes au même endroit, je peux toutes les suivre, et effectivement, je vais pouvoir travailler sur après le regroupement. Donc ici, vu que ce marché de transport de personnes a été identifié, a été programmé, vous voyez ici en un clic, bon alors je vois déjà qu'il y a une demande
qui a été formulée, une qui a été acceptée, donc au total 3 000 euros. Et je peux en un clic, vous voyez, créer là ma demande d'achat. Et moi, sur mon service, j'ai besoin, par exemple, de 1 500 euros pour l'année prochaine. Et donc là, je formule, ça envoie le workflow, ce sera validé. Et donc, je vois ici sur cette programmation mon nombre. D'accord. Et ça me permet également, je vous montre une petite chose, à chaque fois de pouvoir, au niveau de l'arbitrage, parce que je suis valideur, je vais pouvoir en un regard voir là le montant qui a été estimé sur cette catégorie d'achat, voir ici les différentes demandes d'achat qui ont été faites, et à chaque fois je peux aller voir le détail, qui c'est qui l'a fait, est-ce que j'ai des précisions, etc. Voir combien a été programmé, et voir également si sur cette famille d'achat j'ai des marchés en cours, puisque tout vraiment fonctionne sur l'année budgétaire, c'est les règles au niveau de la computation des seuils, et ça permet vraiment de contrôler la computation des seuils également, qu'il n'y ait pas de saucissonnage. Et donc, je peux voir si j'ai des contrats en cours et peut-être l'envoyer sur un contrat, voilà, en bon de commande, ou peut-être le rattacher. Voilà, c'est une demande d'achat qui arrive un peu trop tard. Le marché, il est déjà en procédure. Bon, allez, je vais le rattacher. Voilà, je peux à chaque fois l'affecter au bon endroit. Et ici, au niveau des actions, Marco va me permettre de me sécuriser en me disant, voilà, là, sur ton année budgétaire, tu es au-dessus des seuils, il va falloir trouver une solution ou passer en marché formalisé, ou peut-être l'externaliser. Voilà, ça me permet vraiment de contrôler également ces seuils-là. Donc là, je suis vraiment sur la partie programmation. Je vais essayer d'aller assez vite, il me reste 3 minutes. Donc ici, c'est mes... Alors, juste peut-être une dernière chose. Au niveau des programmations, je peux les sélectionner. Et ça, c'est hyper pratique parce que je vais pouvoir ici les exporter sur AWS Solutions Sourcing. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc toutes mes programmations, je vais les envoyer à mes fournisseurs pour dire, voilà, l'année prochaine, je passe ces marchés-là, contactez-moi. Donc ça permet d'aller vraiment très vite et de pouvoir bien communiquer. Et donc ici, eh bien, j'ai mes différentes demandes d'achat. Alors, je vais pas la créer avec vous, mais simplement pour vous montrer que c'est assez simple de créer une demande d'achat. Je peux dans le paramétrage mettre plus ou moins de champs bloquants. Par exemple, mes services, ils savent pas encore vraiment cette famille d'homogénéité de l'achat. Eh ben, je vais peut-être rendre pas bloquant ce champ-là et moi le changer derrière. Enfin voilà, je peux vraiment m'organiser. Donc vous voyez, je vais mettre la nature de mes prestations, mon homogénéité, oui ou non. Si c'est un marché pluriannuel ou pas, mon montant estimatif. Et donc très rapidement, je peux créer cette demande d'achat qui sera validée, rattachée à une programmation ou à un marché ou à une consultation. Et donc, pour finir peut-être, j'ai cette partie de pré-consultation. C'est un petit peu le squelette de mon marché. Et j'ai en fait une fiche qu'on peut appeler une fiche de pré-consultation, une fiche navette, voilà, où j'ai tout ce qu'a défini Marco déjà de compléter, mais ça va me permettre de discuter juste avant de l'envoyer dans la partie rédaction, de discuter avec mes acheteurs en leur disant voilà, la publicité, où c'est qu'on l'a fait, les critères, on les a déterminés, etc. Et quand je rédige mon marché, d'avoir tous les éléments pour correctement le rédiger. Voilà ce que je peux vous présenter vraiment rapidement. Alors, j'insiste rapidement parce que Marjorie a été vraiment prise par le timing, donc bravo à bravo. Non, mais c'était super intéressant. C'était super intéressant. Je pense que nos auditeurs pourront en dire autant. Juste pour préciser, dans Marco de la demande d'achat à programmation après consultation, j'ai pas de ressaisie, je récupère l'information d'un côté à l'autre. One click. Voilà, et je réponds rapidement à une question sur comment je définis finalement le montant de ma programmation au début. Alors ça peut se faire sur une évaluation du service achat à la base, mais de toute façon, les demandes d'achat vont me permettre d'arriver à un montant un peu plus voilà, proche de la réalité. Merci beaucoup Marjorie pour ta présentation. Merci beaucoup à Benjamin d'être venu avec nous, d'avoir expliqué toutes ces choses super intéressantes sur l'achat. On espère te revoir bientôt dès qu'on parlera de coûts de nomenclature. On verra si ça. On verra si on a du monde, mais je pense que ça intéresse pas mal de gens. En plus, on avait hésité à faire ce sujet-là. Ouais, voilà. On le trouvait pas trop sexy, mais en fait, c'est la base. Donc la prochaine fois, on fera la nomenclature. Vous recevrez le support par mail. C'est ce qu'on avait dit. Et n'oubliez pas, vous pouvez revoir tous nos webinaires, notamment Café Marco, à la fois sur Marco, sur l'extranet ou directement sur notre page YouTube Marco by ou par Agisoft, je sais plus.
l'un des deux, tapez les deux, vous allez bien finir par Régisseur, c'est marquer. par. Et Ouais. juste peut-être une dernière chose, je peux vous présenter le module achat, voilà, vous nous contactez, Ouais. je vous fais une démo vraiment propre à votre organisation, voir si ça peut vous convenir. Voilà. Benjamin, je ne sais pas si tu as quelque chose à Je vous remercie repréciser. beaucoup. Merci beaucoup encore pour l'invitation. C'était super. Voilà. Merci Nous, on vous laisse, nous on va se faire un petit café. Bonne journée, on vous laisse avec le petit générique qui en sait pas. Au revoir. à bientôt.